Le royaume de Kensuke, Michael Morpurgo, chapitre 4 Gibbon et fantômes. Des vagues de terreur m'envahirent les unes après les autres. Les lumières de la Pegisu avaient disparu dans l'obscurité de la nuit, me laissant seule dans l'océan, seule, avec la certitude que mes parents étaient déjà trop loin, qu'ils ne pourraient plus entendre mes appels au secours. Puis, je pensais aux requins qui fendaient l'eau noire en dessous de moi. Ils me flairaient déjà, étaient sur mes traces, se dirigeaient vers moi, et je compris qu'il ne me restait aucun espoir. Je serais mangé vivant, ou bien je coulerais lentement. Rien ne pourrait me sauver. Je fis du surplace dans l'eau, essayant désespérément de découvrir dans l'obscurité impénétrable une chose vers laquelle nager. Il n'y avait rien. Puis une brusque lueur blanche dans la mer. L'écume d'une vague, peut-être. Stella, c'était sûrement elle. J'étais si soulagée de ne pas être seule. Je l'appelais et nageais vers elle. Elle continuait à s'éloigner, apparaissant puis disparaissant, comme si elle dansait sur l'eau, puis s'évanouissant à nouveau. Elle m'avait semblé toute proche, mais je mis plusieurs minutes avant d'arriver assez près d'elle pour la toucher. C'est alors que je me rendis compte de mon erreur. La tête de Stella était plus noire que blanche. Or, je ne voyais que du blanc. C'était mon ballon de football. Je l'attrapais et m'y cramponnais, étonnée par son extraordinaire fermeté. Je faisais du surplace dans l'eau, en continuant à appeler Stella. Il n'y eut pas de réponse. Je l'appelais, et l'appelais encore. Mais, à présent, chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'avalais de l'eau. Je dus abandonner. Il fallait que j'essaie de sauver ma peau. Je n'avais pas intérêt à perdre de l'énergie en nageant, surtout que je ne voyais pas dans quelle direction aller. Il valait mieux me contenter de flotter, de rester agrippée à mon ballon en attendant que la Pegisu revienne. Tôt ou tard, mes parents s'apercevraient que j'étais passée par-dessus bord. Tôt ou tard, ils viendraient me chercher. Il ne fallait pas que je fasse trop de mouvements avec mes jambes, juste assez pour garder mon menton au-dessus de l'eau, pas plus. Trop de mouvements attireraient les requins. Le matin viendrait bientôt. Il fallait tenir jusque-là. Il le fallait. L'eau n'était pas trop froide. J'avais mon ballon de foot. J'avais une chance. C'est ce que je me répétais sans arrêt. Mais le monde autour de moi restait obstinément plongé dans l'obscurité, et je sentais l'eau me glacer lentement les os. J'essayais de chanter pour m'arrêter de trembler et pour ne pas penser aux requins. Je chantais tous les airs que je connaissais, mais au bout d'un moment, je n'arrivais plus à me souvenir des paroles. Je revenais toujours à la seule chanson que j'étais sûre de me rappeler en entier, Ten Green Bottles. Je la chantais fort et la reprenais sans cesse. Cela me rassurait d'entendre le son de ma propre voix. Je me sentais moins seule dans la mer. J'attendais toujours la lueur grise de l'aube, mais elle ne venait pas. Elle ne venait pas. Puis j'arrêtais de chanter. Je n'arrivais plus à bouger les jambes. Je me cramponnais à mon ballon, mais je sentais le sommeil me gagner. Mes mains glissaient du ballon. Je perdais rapidement mes dernières forces. J'allais couler au fond de la mer et creuser ma tombe au milieu des algues, des ossements de marins et des épaves de navires. Le plus étrange, c'est que je ne trouvais pas ça dramatique. Rien n'avait plus d'importance. Je flottais dans mon sommeil, dans mes rêves. Et dans mon rêve, je vis un bateau glisser silencieusement vers moi sur la mer. La Pegisu, chère Pegisu. Ils étaient revenus me chercher. Je savais qu'ils me retrouveraient. Des bras vigoureux me saisirent, je fus hissée hors de l'eau. Je gisais là sur le pont, haletant comme un poisson hors de l'eau.
gisait, c'est-à-dire était allongé. Haleter signifie être essoufflé, ne pas parvenir à respirer correctement. Quelqu'un se penchait sur moi, me secouait, me parlait. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'on me disait, mais cela n'avait pas d'importance. Je sentis le souffle chaud de Stella sur mon visage, sa langue me léchait une oreille. Elle avait la vie sauve, tout allait bien. Je fus réveillée par une sorte de hurlement, comme le hurlement du vent dans les haubans. Je regardais autour de moi, pas de haubans au-dessus de moi, pas de voile, pas de mouvement au-dessous de moi non plus, pas un souffle de vent. Stella Artois aboyait, mais comme si elle était loin. Je n'étais pas du tout sur un bateau. J'étais allongée sur le sable. Le hurlement devint de plus en plus strident, un crescendo effrayant de cris perçants qui s'évanouirent, ne laissant que leur écho. Alors le crescendo, c'est un son qui est d'abord lent et qui va de plus en plus fort. Je m'assis, j'étais sur une plage, une vaste étendue de sable blanc, avec des arbres touffus et une végétation luxuriante derrière moi qui descendait jusqu'à la plage. Une végétation luxuriante, c'est-à-dire une forte végétation. C'est alors que je vis Stella. Elle pataugeait sur le rivage. Je l'appelai, et elle vint en bondissant et en remuant follement la queue pour me faire la fête. Quand elle eut fini de me sauter dessus, de me lécher et que je l'eus serrée dans mes bras, je tentai de me lever. J'étais très faible. Je regardais autour de moi. L'immense mer bleue était aussi vide que le ciel sans nuages. Pas de Péguissou, pas de bateau, rien, personne. J'appelais 100 fois mon père et ma mère, je les appelais jusqu'à ce que les larmes m'empêchent de continuer, jusqu'à ce que je comprenne que cela n'avait aucun sens. Je restais là un moment, essayant de savoir comment j'étais arrivée sur cette plage, comment j'avais pu survivre. J'avais le souvenir très confus d'avoir été hissée à bord de la Péguissou. Mais je voyais bien que c'était impossible. C'était sûrement un rêve, rien qu'un rêve. J'avais dû me cramponner à mon ballon et flotter jusqu'à ce que les vagues me rejettent sur le rivage. Je pensai alors à mon ballon, mais je ne le vis nulle part. Stella, bien sûr, ne se posait pas autant de questions. Elle continuait à m'apporter des bouts de bois pour que je les lui lance et courait après eux dans la mer, sans se faire le moindre souci. Le hurlement revint dans les arbres, et les poils de Stella se hérissèrent sur son cou. Elle fonça sur la plage en aboyant sans arrêt, jusqu'à ce qu'elle soit sûre d'avoir fait taire le dernier écho. C'était un cri plaintif cette fois, pas menaçant du tout. J'eus l'impression de le reconnaître. J'avais déjà entendu ces cris un jour en visitant le zoo de Londres. Des gibbons, ces gigas gibbons, comme avait dit mon père. Je ne sais toujours pas pourquoi il avait dit ça. Mais j'avais trouvé ces mots amusants et sans doute la raison pour laquelle je me rappelais leurs cris. Ce sont simplement des gibbons, dit Stella, juste des gigas-gibbons. Ils ne nous feront pas de mal. Mais je n'étais pas sûre du tout d'avoir raison. De là où je me trouvais, je pouvais voir que la forêt devenait moins dense sur le flanc d'une grande colline, à l'intérieur de l'île, et je me dis que si j'atteignais la roche nue qui était au sommet, j'aurais une vision plus large de la mer. Ou peut-être y avait-il une maison, une ferme à l'intérieur de l'île, ou encore une route, ou quelqu'un à qui demander de l'aide. Mais si je quittais la plage et que mes parents arrivaient pendant ce temps-là, je décidai quand même de tenter ma chance. Je me mis à courir, Stella sur mes talons et me retrouvai bientôt sous l'ombre rafraîchissante des arbres. Je découvris un sentier étroit qui montait sur la colline dans ce qui me parut être la bonne direction. Je le suivis, donc, ne m'arrêtant de courir que lorsque le sentier devenait trop raide. La vie des animaux palpitait dans toute la forêt.
Des oiseaux caquetaient et poussaient des cris perçants au-dessus de moi, et j'entendais toujours le même hurlement se propager dans les arbres, mais il était plus lointain à présent. C'étaient pas les bruits de la forêt qui m'inquiétaient pourtant, mais plutôt les yeux. J'avais l'impression d'être épiée par des milliers d'yeux inquisiteurs. Je crois que Stella aussi était inquiète, car elle restait étrangement silencieuse depuis que nous avions pénétré dans la forêt. Elle me regardait constamment pour que je la rassure, que je la réconforte. Je fis de mon mieux, mais elle devait sentir, elle aussi, que je n'étais pas tranquille. Alors, être épiée, c'est être guetté. Des yeux inquisiteurs, c'est des yeux également qui guettent, qui cherchent à savoir, qui interrogent. Ce qui, au premier abord, m'avait paru être une petite promenade à l'intérieur de l'île, ressemblait plutôt à une grande expédition. Nous sortîmes épuisés de sous les arbres et après avoir escaladé laborieusement un éboulis rocheux, nous arrivâmes enfin au sommet. Je restai là, avec Stella. Le soleil flamboyait. Jusqu'alors, je n'avais pas vraiment senti sa chaleur brûlante. Je scrutais l'horizon. S'il y avait une voile quelque part sur la mer, je ne pourrais pas la voir dans cette brume de chaleur. Puis, je réalisais que même si j'arrivais à voir un bateau, je ne pourrais pas faire grand-chose. Je ne pourrais pas allumer un feu. Je n'avais pas d'allumette. Je savais que les hommes des cavernes frottaient deux bouts de bois l'un contre l'autre, mais je n'avais jamais essayé. Je regardais tout autour de moi. La mer, la mer, la mer. Rien d'autre que la mer de tous les côtés. J'étais sur une île. J'étais seule. L'île devait faire 3 ou 4 kilomètres de long, pas plus. Elle avait un peu la forme d'une cacahuète allongée, mais elle était plus grande d'un côté que de l'autre. Une bande de sable blanc et brillant s'étendait des deux côtés de l'île. Une colline apparaissait à un bout, plus escarpée que la mienne, avec une végétation plus touffue, mais moins haute. À l'exception de ces deux sommets, toute l'île semblait recouverte de forêt. D'après ce que je pouvais voir, il n'y avait aucun signe de présence humaine. Et pourtant, même ce premier jour, tandis que je restais là, plein d'appréhension à l'idée de ce qui m'attendait dans ma terrible situation, je me souviens d'avoir été émerveillée par la splendeur de cette île. Un joyau vert, cerclé de blanc, dans le bleu satiné et chatoyant de la mer. Ce qui chatoie, c'est ce qui change de couleur. Bizarrement, réconfortée peut-être par la beauté extraordinaire de l'endroit, j'étais pas du tout abattue. Au contraire, je me sentais euphorique. Euphorique, c'est-à-dire très gaie, très enthousiaste, excitée. J'étais vivant. Stella Artois était vivante. Nous avions survécu. Je m'assis à l'ombre d'un grand rocher. Les gibbons reprirent leurs plaintes et leurs hurlements en chœur, tandis que plusieurs oiseaux braillards s'envolaient de la voûte d'arbres en dessous de nous et traversaient l'île pour aller se poser sur les arbres de l'autre colline. Braillard, vous reconnaîtrez le verbe brailler qui veut dire crier, cela ressemble à des pleurs. Nous allons nous en sortir, dis-je à Stella. Mes parents vont revenir nous chercher, c'est obligatoire. Mam va aller mieux et ils reviendront, c'est sûr, sûr et certain. Elle ne nous abandonnera pas ici. Elle nous retrouvera, tu verras. En attendant, tout ce qu'on doit faire, c'est rester vivant. De l'eau, nous avons besoin d'eau. Mais les singes aussi, n'est-ce pas? Il suffit de la trouver, c'est tout. Il doit y avoir de la nourriture aussi, des fruits ou des noix, quelque chose. Tout ce que ces singes mangent, nous le mangerons nous aussi. Je trouvais un certain réconfort à parler à haute voix à Stella. Cela m'aidait à calmer la panique qui commençait à déferler sur moi. Plus que tout, ce fut la présence de Stella qui m'aida dans les premières heures que je passais sur l'île. Il me sembla raisonnable de ne pas m'enfoncer immédiatement dans la forêt pour chercher de l'eau,
J'avais de toute façon trop peur. Je décidai d'explorer d'abord le rivage. Je découvris peut-être un cours d'eau ou une rivière qui se jette dans la mer. Je découvrirais peut-être un cours d'eau ou une rivière qui se jette dans la mer, et, avec un peu de chance, je trouverais peut-être quelque chose à manger en même temps. Je partis, plein d'espoir, et dévalai l'éboulis comme un chamois. Là où vivaient des singes, raisonnai-je, nous pouvons vivre aussi. C'est ce que je me répétais sans arrêt. Je découvris bientôt que le sentier qui descendait entre les arbres était dépourvu de la moindre végétation mangeable. Je voyais des fruits ou ce qui me semblait être des fruits. Il y avait aussi des noix de coco tout en haut des arbres, mais il était impossible de grimper sur ces arbres. Certains mesuraient 30 mètres, d'autres 60. Je n'avais jamais vu d'arbres aussi gigantesques. Je profitais au moins de la voûte que formaient leurs branches entrelacées pour m'abriter du soleil et de la chaleur. Je commençais à mourir de soif et Stella aussi. Elle marchait tout le temps à côté de moi, la langue pendante. Elle me regardait souvent d'un air torve, mais je ne pouvais la réconforter. Nous revînmes sur notre plage et partîmes faire le tour de l'île, en restant le plus possible en bordure de la forêt pour être à l'ombre. Je ne trouvai pas le moindre cours d'eau. Je vis de nouveau plein de fruits, mais toujours trop hauts, et les troncs des arbres étaient trop lisses, trop raides pour pouvoir y grimper. Je trouvai des noix de coco par terre, hélas, elles étaient toujours ouvertes et vides à l'intérieur. Quand la plage s'arrêta net, il fallut de nouveau entrer dans la forêt. Là aussi, je trouvai un étroit sentier que je suivis. Cependant, la forêt devint bientôt impénétrable, sombre et menaçante. On n'entendait plus les cris des singes, mais quelque chose d'infiniment plus menaçant. Des feuilles froissées, des craquements de branches, des bruissements furtifs. Ils étaient là, je le sentais tout autour de moi. J'en étais sûre maintenant. Des yeux nous épiaient. Nous étions suivis. Alors, je reviens sur l'air torve du chien, qui signifie regarder de côté d'un air un peu abattu. Je me dépêchais, refoulant ma peur du mieux que je pouvais. Je repensais aux gibbons que j'avais vus aux eaux et essayais de me dire qu'ils avaient eu l'air tout à fait inoffensifs. Inoffensifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas menaçants, ne sont pas dangereux a priori. Ils nous avaient laissés tranquilles et n'avaient jamais été agressifs. C'étaient pas des mangeurs d'hommes tout de même. Mais quand les bruissements se rapprochèrent encore, devenant de plus en plus menaçants, j'eus de plus en plus de mal à m'en convaincre. Je me mis à courir jusqu'à ce que le sentier nous conduise vers les rochers, à la lumière bénie du jour près de la mer. Vous voyez ici, entre ce récit et les récits de chevalerie, un nouveau point commun, c'est-à-dire que la forêt est également le début de l'aventure, en tout cas le lieu de l'aventure. Cette extrémité de l'île était jonchée de gros rochers qui gisaient comme des éboulements de falaises tout le long de la côte. Alors gisait, souvenez-vous, c'est être étendu, être allongé. Je courais de l'un à l'autre suivi de Stella, cherchant en même temps du regard un filet d'eau qui coule entre les pierres. Mais je n'en trouvais pas. J'étais épuisée à présent. Je m'assis pour me reposer, la bouche sèche, le cœur battant. Je me sentais désespérée. J'allais mourir de soif. Je serais bientôt mis en pièces par les singes. Stella me regarda dans les yeux. Il doit y avoir de l'eau, lui dis-je. Il y en a forcément. Alors, me dirent ses yeux, que fais-tu là, assis, à t'apitoyer sur toi-même? Je me forçai à me lever et repris mes recherches. L'eau de mer entre les rochers était si fraîche, si tentante. Je la goûtais, mais elle était salée et saumâtre. Je la recrachai aussitôt. On devient fou si on en boit. Je le savais très bien. Le soleil était déjà bas à l'horizon lorsque je revins sur la plage de l'autre côté de l'île.
Nous n'avions fait que la moitié du chemin par rapport à ce que j'avais escompté, par rapport à ce que j'avais prévu. C'était beaucoup plus grand que je ne l'avais cru le matin, du haut de la colline. Malgré mes recherches, je n'avais pas trouvé d'eau et rien à manger. Je ne pouvais pas aller plus loin et Stella non plus. Elle était couchée sur le sable à côté de moi et haletait à rendre l'âme. Il nous faudrait rester là pour la nuit. J'avais pensé faire quelques pas dans la forêt pour dormir sous les arbres. J'aurais pu faire un matelas de feuilles mortes. Le sol de la jungle en était couvert. Mais voyant l'ombre de la nuit tomber rapidement sur l'île, je n'osais pas m'y aventurer. Les plaintes et les hurlements avaient repris au loin dans la forêt, comme le dernier chant mélodieux d'un office religieux, une psalmodie qui dura longtemps, jusqu'à ce que l'obscurité enveloppe l'île. Donc, un office religieux, c'est une messe, par exemple, une cérémonie religieuse. Une psalmodie, c'est une chanson, un chant qui se répète. Un vrombissement et un bourdonnement d'insectes, c'est en tout cas ce que je supposais, venait de la forêt. J'entendais des tapements sourds, comme ceux d'un pivert frénétique. Il y avait des grattements, des raclements et une sorte de coassement qui faisait penser à des grenouilles. Le grand orchestre de la jungle s'accordait. Mais ce n'était pas les bruits qui m'inquiétaient. C'était l'impression d'être constamment épié par des yeux fantomatiques. Fantomatiques, c'est-à-dire comme des fantômes, autrement dit des yeux qui n'ont pas de corps. Je voulais être le plus loin possible de ces yeux. Je trouvai une petite grotte au bout de la plage avec du sable sec. Je m'allongeais par terre et essayais de dormir, mais Stella ne me laissait pas fermer les yeux. Elle gémissait, assoiffée, affamée. Je ne dormis donc que par intermittence. La jungle vrombissait, jacassait, coassait, et toute la nuit, les moustiques me harcelèrent. Ils bourdonnaient à mes oreilles et me rendaient fou. Je mis mes mains sur mes oreilles pour ne plus les entendre. Je me blottis contre Stella, essayant d'oublier où je me trouvais et de me perdre dans mes rêves. Je me souvins soudain que c'était mon anniversaire et me rappelait celui de l'année précédente avec Eddie et Matt. Je repensais au barbecue dans le jardin et à la délicieuse odeur de saucisse. Enfin, je m'endormis. Le lendemain matin, je me réveillais, affamé, frissonnant de froid et couvert de piqûres. Il me fallut quelques instants avant de me rappeler où j'étais et tout ce qui m'était arrivé. Je fus brusquement submergée par la cruelle réalité. J'étais seule, séparée de mes parents, menacée par toutes sortes de dangers. Je me mis à pleurer, tout haut, sur mon malheur, quand je m'aperçus brusquement que Stella avait disparu. Je sortis de la caverne en courant. Je ne la vis nulle part. Je l'appelai, puis tendis l'oreille, mais seul me répondit le hurlement des gibbons. Je me retournai et je l'aperçus. Elle était sur les rochers, bien au-dessus de ma grotte, à moitié cachée par les pierres, mais je vis quand même qu'elle baissait la tête. Elle était clairement absorbée par quelque chose. Je grimpai jusqu'au rocher pour voir ce que c'était. Je l'entendis boire avant d'arriver. Elle lapait en cadence, bruyamment, comme elle le faisait toujours. Elle ne me regarda même pas quand j'approchai. Je vis alors qu'elle buvait dans une écuelle, une sorte d'écuelle en fer blanc cabossé. Puis je remarquai quelque chose d'étrange sur une pierre plate au-dessus d'elle. Je laissai Stella se régaler d'eau fraîche et montai voir. Un autre bol d'eau et des feuilles de palmier étaient posées sur la pierre. Les feuilles de palmier étaient à moitié recouvertes d'une boîte en fer blanc retournée. Je m'assis et bus l'eau d'un trait. Jamais l'eau ne m'avait semblé si bonne. Sans reprendre mon souffle, je soulevai la boîte. Du poisson. Des dizaines de petites tanches d'un blanc translucide étaient soigneusement rangées sur les feuilles de palmier. Il y avait même 5, 6, 7 petites bananes rouges. Des bananes rouges. Je mangeai le premier poisson.
savourant chaque bouchée. Mais même en mangeant, je regardais tout autour de moi, cherchant des yeux un tremblement de feuilles significatif dans les arbres qui bordaient la forêt. Je ne vis rien. Pourtant, quelqu'un m'avait bien apporté tout ça. Et cette personne devait être là, en train de me regarder. Je ne savais pas si je devais craindre cette révélation ou m'en réjouir. Stella interrompit mes pensées. Elle me regardait d'un air suppliant, un peu plus bas. Je savais que ce n'était pas de l'affection ni du réconfort qu'elle me demandait. Elle attrapa chaque morceau de poisson que je lui lançais, l'engloutit aussitôt, attendant le prochain, la tête penchée de côté, une oreille dressée. Ensuite, ce fut un morceau pour elle, un pour moi. Son regard implorant m'aurait empêché de faire autrement. Implorer, c'est-à-dire supplier. Le poisson était cru. Mais je n'y accordais aucune importance. J'avais trop faim pour y faire attention, et Stella aussi. Je gardais les bananes pour moi. Je les mangeais toutes. Elles ne ressemblaient pas aux bananes qu'on avait à la maison. Elles étaient à la fois beaucoup plus sucrées, plus juteuses et plus savoureuses. J'aurais pu en manger encore 12. Quand j'eus fini, je me levai et scrutai la forêt. Mon bienfaiteur ou ma bienfaitrice devait bien être quelque part, pas très loin d'ici. J'étais sûre que je n'avais rien à craindre. Il fallait que j'établisse un contact. Je mis mes mains autour de ma bouche et criai plusieurs fois. « Merci, merci, merci !» Mes mots résonnèrent dans l'île. Soudain, la forêt se remit à vivre bruyamment. Une grande cacophonie de chants, de sifflements, de hurlements, de croassements et de coassements. Donc c'est le corbeau qui croasse et la grenouille qui coasse. Stella se mit à aboyer férocement. Quant à moi, je me sentis soudain euphorique, ravi, merveilleusement heureux. Donc une cacophonie, c'est un ensemble de sons discordants, c'est-à-dire qui ne sont pas harmonieux, mélodieux. Je sautais en l'air en riant, et en riant encore, jusqu'à ce que mon rire se transforme en larmes de joie. Je n'étais pas seule sur cette île. Quels que soient les habitants de cet endroit, ils ne m'étaient pas hostiles. Sinon, pourquoi nous auraient-ils donné à manger à Stella et à moi ? Mais pourquoi ne se montraient-ils pas ? De toute façon, ils seraient bien obligés de revenir prendre leur bol. Je décidai de leur laisser un message. Je trouvai une pierre pointue, m'agenouillai et gravai ces mots sur un rocher à côté des bols. « Merci. Je m'appelle Michael, je suis tombé d'un bateau. Qui êtes-vous » Ensuite, je me résolus à rester sur la plage toute la journée, près de ma grotte et du rocher qui la surplombait, puisque c'était là que le poisson avait été déposé pour nous. Je surveillerais sans arrêt pour arriver enfin à voir qui nous avait aidés. Stella courut devant moi se jeter à l'eau. Elle aboyait, m'incitant à la rejoindre. Je n'avais pas besoin d'être convaincue. Je plongeais, fis des cabrioles, poussais des cris de joie et éclaboussais tout autour de moi. Mais malgré toutes mes singeries, Stella restait imperturbable. Elle avait toujours l'air très sérieux quand elle nageait. Maintenant son menton hors de l'eau, et pédalant bien comme il faut avec ses pattes. La mer était calme et douce. On ne voyait pas le moindre clapotis. Je n'osais pas aller là où je n'avais pas pied. J'avais eu mon compte pour un bout de temps. Je sortis de l'eau, propre et revigorée, je me sentais tout neuf. La mer est une grande guérisseuse. J'étais toujours couvert de piqûres de moustiques, mais je ne les sentais plus. Je décidai d'aller explorer la plage le plus loin possible sans perdre ma grotte de vue. Il y avait des millions de coquillages roses, dorés, rejetés en longues files le long de la plage. Assez rapidement, je tombai sur ce qui, à une certaine distance, me parut être un morceau de rocher affleurant sur le sable. Stella, tout excitée, grattait tout autour. Je découvris alors qu'il ne s'agissait nullement d'un rocher, mais d'une longue plaque de métal rouillé. C'était à l'évidence tout ce qui restait de la coque d'un bateau, désormais profondément enfoui sous le sable. Je me demandais de quel bateau il pouvait s'agir, depuis combien de temps il avait fait naufrage.
Avait-il été poussé sur cette île par une terrible tempête? Y avait-il eu des survivants? Certains d'entre eux étaient-ils encore là? Je m'agenouillai dans le sable et passai ma main sur la plaque rouillée. Je remarquai alors juste à côté dans le sable un petit morceau de verre transparent qui venait peut-être d'une bouteille. Il était brûlant, trop chaud pour que je le prenne. Tout me revint en un éclair. Eddie m'avait montré comment faire. Nous avions essayé dans la cour de récréation de l'école, nous cachant derrière les poubelles là où personne ne pouvait nous voir. Un morceau de papier, un bout de verre et le soleil. Nous avions fait du feu. Je n'avais pas de papier, mais je pouvais me servir de feuilles. Je courus sur la plage, ramassant tout ce que je trouvais sous les arbres. Des morceaux de bambou, des brindilles, toutes sortes de feuilles fines comme du papier sèche, comme de l'amadou. J'en fis un petit tas sur le sable et m'assis à côté. Je tins mon morceau de verre à côté des feuilles, l'orientant au soleil. Il fallait que je le tienne sans bouger, le plus immobile possible, et que j'attende le premier filet de fumée. Si seulement j'arrivais à allumer un feu, si seulement j'arrivais à le garder allumé, je pourrais dormir la nuit. Il éloignerait les insectes et me protégerait des animaux. Enfin, tôt ou tard, un bateau passerait par là et quelqu'un verrait la fumée. Je restai assis pendant une éternité. Stella vint me déranger. Elle voulait jouer, mais je la repoussai. Elle finit par partir en boudant et alla s'étendre en soupirant à l'ombre des palmiers. Le soleil était brûlant, mais il ne se produisait rien. Comme je commençais à avoir mal au bras, j'arrangeai des brindilles sur les feuilles et posai le morceau de verre par-dessus, puis je m'accroupis à côté et attendis. Toujours rien. Soudain, Stella sortit de son sommeil et se leva en poussant un grognement sourd. Elle courut vers moi, en se retournant sans cesse pour aboyer sa fureur contre la forêt. C'est alors que je vis ce qui l'avait dérangée. Une ombre bougea sous les arbres, puis sortit pesamment sous le soleil et s'avança vers nous. Un singe géant. Rien à voir avec un gibbon. Il avançait lentement à quatre pattes, il était brun, d'un brun roux. Un orang-outan, j'en étais sûre. Il s'assit à quelques mètres de moi et m'observa. Je n'osais pas bouger. Quand il m'eut assez vu, il se gratta négligemment le cou, me tourna le dos et repartit tranquillement à quatre pattes vers la forêt. Stella continua à grogner longtemps après son départ. Ainsi, il n'y avait pas seulement des gibbons, mais des orang-outans aussi. À moins que ce soit les orang-outans qui aient poussé ces hurlements et qu'il n'y ait pas de gibbons. Je m'étais peut-être trompée depuis le début. J'avais vu un film de Clint Eastwood un jour avec un orang-outan. Dans le film, il était plutôt amical. J'espérais que celui-ci le serait aussi. Alors, je vis la fumée. Je sentis la fumée. Il y avait une lueur dans mon tas de feuilles. Je soufflais doucement dessus. La lueur devint une flamme. J'ajoutais d'autres feuilles, quelques brindilles, puis quelques branches plus grosses. J'avais un feu. Je me précipitais dans la forêt et rassemblais tous les débris, toutes les coquilles vides de noix de coco, tout le bois que je pus trouver. Je fis plusieurs allers-retours jusqu'à ce que mon feu ronfle et crépite comme un brasier. Des étincelles volaient haut dans l'air. La fumée montait dans les arbres, derrière moi. Je savais que je ne pourrais plus me reposer désormais, que le feu aurait besoin de plus en plus de bois, de brindilles plus grosses et même de branches. Il fallait que j'aille en chercher et que je rapporte tout, jusqu'à ce que je sois absolument sûre que j'en aurai assez pour qu'il reste allumé et que j'en ai suffisamment en réserve. Je remarquai que Stella ne venait pas avec moi dans la forêt, mais qu'elle m'attendait près du feu. Je savais très bien pourquoi. Moi aussi je craignais de voir l'orang-outan réapparaître, mais pour le moment j'étais trop absorbée par mon feu pour y prêter beaucoup d'attention. J'avais déjà fait une énorme pile de bois,
mais je retournai quand même une dernière fois dans la forêt au cas où le feu se consumerait plus vite que ce que j'avais prévu. Il fallait que je pénètre plus profondément dans la forêt à présent, et cela me prit donc assez longtemps. Je revenais sur la plage, chargée de bois jusqu'au menton, lorsque je me rendis compte qu'il y avait moins de fumée qu'auparavant, et plus de flammes. Lorsque je me rendis compte qu'il y avait moins de fumée qu'auparavant et plus de flammes du tout. C'est alors que je le vis, à travers la fumée, lui, l'orang-outan. Il était accroupi et jetait du sable sur mon feu. Il se leva et vint vers moi, sortant de la fumée. C'était pas un orang-outan, c'était un homme.